Nos entreprises sont-elles les terrains privilégiés pour tester des trucs ? En d'autres termes, l'entreprise est-elle le laboratoire idéal pour les expérimentations ? C'est la question à laquelle nous allons essayer ensemble de répondre ce soir à travers cette série de live du CJD. On vous a accompagné, vous le savez, tout le mois d'avril qu'on a appelé le Welcome Mois, puisque l'objectif est de présenter à tous ceux qui le souhaitent notre mouvement, le CJD. L'émission est organisée à l'échelle de Rhône-Alpes, mais il y a plein de sections CJD et sans doute quelques-unes par chez vous. Renseignez-vous donc sur le site du CJD, cjdrhône-alpes.com. On a traité donc jusqu'à présent les piliers réfléchir, se former, développer et s'engager. Et puis ce pilier qui nous anime aujourd'hui, c'est celui d'expérimenter. Alors pour en parler avec nous et essayer de savoir si nos entreprises sont un terrain de jeu privilégié pour tenter des choses, nous avons deux invités prestigieux car eux-mêmes sont experts de cette thématique de l'expérimentation. On accueille avec nous aujourd'hui Thierry Pic qui est prof à l'EM Lyon et cofondateur de Act for Talent. Salut Thierry. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? En pleine forme, prêt à expérimenter avec vous un voyage intéressant et apprenant, j'espère. Tu es un pro de l'innovation puisque dans ton CV, il y a également le fait d'avoir dirigé et piloté le laboratoire Silex, qui est un laboratoire d'innovation géant à Lyon. Tu nous expliqueras à quoi ça servait, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il y avait de spécifique à un laboratoire par rapport à une simple entreprise. Et puis avec nous également, il y a Jean de Maupeou qui est associé chez FlexJob. Salut Jean. Salut Floris. En quelques mots, qu'est-ce que c'est FlexJob ? Alors, en 2 mots assez rapidement, FlexJob, on est un collectif de 12 personnes, une entreprise lyonnaise, où je vais te dire deux grandes lignes. On expérimente pas mal de choses en interne, puisqu'on a co-construit une gouvernance partagée, des modes de fonctionnement assez innovants sur la reconnaissance, sur la rémunération, etc. etc. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait finalement ? On accompagne nos clients à créer des démarches participatives pour expérimenter justement de nouvelles choses sur des thématiques RH managériales majoritairement. Et vous êtes à la fois un peu acteur et conseiller, vous avez tenté des trucs chez vous et puis vous permettez aux gens qui sont attirés par vos expérimentations de les mettre en œuvre, j'imagine en tirant parti de votre expérience là-dessus et tu nous en parleras dans un instant. On pourrait dire ça. Je finis le tour des présentations avec celle qui va co-animer l'émission avec moi, comme à chaque fois, Julie-Céline Grosbon, depuis Lyon, qui est notre chargée de projet au CJD. Et elle se fera également l'écho de vos différentes paroles, puisque l'émission est retransmise sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Workplace pour la plateforme du CJD en interne, et j'en oublie certainement une LinkedIn, évidemment, et pas des moindres. Ça va Julie-Céline ? Oui, ça va très bien. Alors, puisque tu as la parole, eh bien, je t'invite à la garder puisque nous avons mené une petite enquête au sein des adhérents du CJD hier sur LinkedIn pour savoir un petit peu quel était le rapport des dirigeants d'entreprise du mouvement avec cette thématique de l'expérimentation. Est-ce qu'ils y sont habitués, favorables ? Est-ce qu'ils ont des difficultés, etc. On a posé un questionnaire assez large et tu y reviendras en plusieurs fois dans cette émission. Mais pour commencer, quelle est ta synthèse des réponses reçues sur la question toute simple de est-ce que vous expérimentez ou pas dans vos entreprises ? D'accord, ok. Donc en fait, à travers une vingtaine de répondants, on a à peu près la moitié des participants qui ont déjà expérimenté des choses dans leur entreprise, que ce soit au niveau de la gouvernance, du RH, je pense que Jean pourra nous en parler, et il y en a l'autre moitié qui aimerait bien le faire, mais qui ne sait pas trop comment. Donc ils ont répondu à ça au niveau des freins, le pourquoi ils n'expérimentaient pas, et la raison principale qui ressort, c'est le manque de temps, parce que ça prend du temps de communiquer avec ses équipes. Il faut les libérer. On va voir le pourquoi tout à l'heure et comment on expérimente. Voilà, donc tout le monde ne se libère pas du temps. La deuxième contrainte, c'est de se dire, est-ce que tous les salariés sont faits pour ça ? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des profils ? Et troisième contrainte, c'est est-ce que le dirigeant est prêt à lâcher ? Est-ce qu'il est prêt un petit peu à mettre de côté son ego, à faire confiance aussi pour permettre à ses équipes d'expérimenter ou ne serait-ce qu'à lui-même ? Alors justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir le rôle attitré de porter l'innovation dans une entreprise ? On va en parler, je vais donner peut-être la parole à Thierry sur ce sujet, avec pour commencer la question toute simple de c'est quoi l'expérimentation ? Parce qu'il faut déjà s'entendre là-dessus. Est-ce que expérimenter c'est la même chose qu'innover ? Est-ce que ça veut dire mettre au point des choses qui n'ont pas d'existence jusqu'à présent ? Est-ce que c'est positionner son entreprise sur un terrain jusqu'à présent inconnu ? Ou est-ce que c'est une définition qui est complètement différente ? Je proposerais déjà de différencier expérimentation d'expérience. On vit tous des expériences au quotidien, des situations où on doit résoudre des problèmes, où on doit mettre en place du coup de nouvelles choses. C'est pas pour ça que c'est des expérimentations. L'expérimentation, c'est selon moi une démarche volontaire, structurée, donc avec de la méthode,
pour mener une ou plusieurs expériences. Donc il y a vraiment l'idée on a envie d'essayer quelque chose. Voilà, donc ça c'est la petite nuance. Et pour faire la différence avec l'innovation, si on définit l'innovation comme finalement une idée qui a trouvé un marché, qui est une définition que j'aime bien parce qu'elle s'applique à finalement un produit, à une méthode, à une application informatique, c'est-à-dire qu'elle a des utilisateurs. Et donc on est passé d'une idée à des utilisateurs qui utilisent cette idée. Dans le milieu, on trouve l'expérimentation, qui est une étape intermédiaire, qui permet de dire cette idée, on va déjà la tester, peut-être à petite échelle, avec un groupe d'utilisateurs, et si elle s'avère pertinente, on va la passer dans un projet d'innovation pour qu'elle passe effectivement, cette fois-ci, sur le marché. Donc je définirais l'expérimentation comme une étape intermédiaire entre simplement une idée et puis sa mise sur marché sous forme de nouveaux produits ou de nouveaux services. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un dirigeant d'entreprise qui dirait voilà, j'ai une super idée, demain on expérimente ça, on s'y met tous. C'est pas vraiment ça l'expérimentation. Expérimenter, ça sous-entend un petit groupe qui cherche à prouver le concept et après que le reste de l'entreprise se l'approprie. Alors, pas forcément. En tout cas, on est bien dans une logique, la situation que vous décrivez, d'expérimentation. On a une idée et on veut et on souhaite, démarche volontariste, la tester. Donc là, on lance une expérimentation. Ensuite, cette expérimentation, elle peut être menée de tas de façons différentes. Je peux, moi dirigeant, la mettre tout seul avec une petite équipe, une garde rapprochée. Je peux la confier à quelqu'un qui va être en charge de mener cette expérimentation. Je peux créer une équipe projet dans mon entreprise, ou je peux, comme c'était mon cas, créer une structure dédiée dont le job est d'expérimenter toutes les bonnes idées qui passent. Donc il y a une infinité de façons de structurer l'innovation, et il n'y en a pas forcément de meilleures que d'autres, il y en a de plus adaptés ou de moins bien adaptés à un contexte particulier. Et qu'est-ce qui fait, c'est peut-être une question un peu trop cash pour débuter cette émission, mais qu'est-ce qui fait le succès d'une expérimentation ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Est-ce qu'il faut expérimenter qu'avec un petit groupe de gens qui sont... on sait qu'il y a plusieurs types de profils, et notamment dans les collaborateurs. Est-ce qu'il faut ne mettre dans cette équipe-là que les gens qui n'ont pas peur du changement et qui sont très motivés pour faire des choses et où l'info elle est claire dès le départ ? Ou est-ce qu'il faut systématiquement impliquer tout le monde parce que sinon on va en perdre au passage ? C'est quoi la clé ? Alors, il y a deux questions là. Il y a d'abord, qu'est-ce qui fait qu'une expérimentation marche ? On pourra y revenir, mais pour moi, ou échoue, pour moi, il n'y a ni d'échec ni de réussite. Une expérimentation, elle réussit toujours à partir du moment où on apprend, à partir du moment où on en tire des leçons. Et même un test qui ne donne rien, il est apprenant parce que ça veut dire qu'on ne fera pas la même chose et qu'on va imaginer autre chose. Alors après, par qui doit être portée ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? Moi, j'aime bien dire, dans vos équipes, distinguer ceux qui posent la question de « mais pourquoi ?» de ceux qui disent « mais pourquoi pas ?» Alors, au-delà de cette petite image, ceux qui vous disent « pourquoi pas », c'est ceux qui sont tout de suite preneurs, finalement, du test, de l'essai, qui n'ont pas peur, effectivement, d'essayer quelque chose. C'est plutôt ces gens-là qu'il faut un peu repérer, confier un peu l'innovation, alors soit individuellement, soit collectivement. Donc, je pense que dans une entreprise, tout le monde n'est pas prêt à expérimenter, et que si on veut se donner le maximum de chance, il faut se donner le bon cadrage, le bon périmètre, la bonne méthode et les bons profils qui seront le plus à même de se mettre en mode essai-erreur. Je vois Jean qui trépigne. Est-ce que Jean, tu partages ce constat chez FlexJob ? Je ne sais pas si je trépigne, mais j'ai peut-être un peu moins de théorie que Thierry, mais pas mal. On a fait pas mal d'expérimentations, effectivement, notamment en interne. Moi, j'aime bien l'idée dans nos expérimentations quand il y a des profils assez variés, quand il y a des personnes qui vont se dire oui, qui sont moteurs et on en a besoin pour avancer, parce que sinon, ça décolle jamais. Et néanmoins, d'avoir des profils qui sont aussi peut-être plus réticents et qui permettent d'apporter une opposition, qui permet de creuser aussi l'idée qu'on a envie de développer, l'idée qu'on a envie de porter comme innovation. Donc, j'aime bien avoir une mixité de profils, des désaccords qui sont dits dans un cadre qui est évidemment construit, qui est bienveillant et qui permet d'avoir une parole vraie, mais qui permet d'avoir des retours extrêmement riches et intéressants. Julie Céline, je t'ai vu prendre la parole. Oui, en fait, Thierry, du coup, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur... Enfin, pas forcément d'accord. Dans le sens qu'il faut il faut prendre des profils qui disent pourquoi pas et qui, du coup, sont plutôt partants pour les expérimentations. Alors, je suis d'accord pour la phase, du coup, de mise en œuvre ou de test. Mais justement, est-ce que si on laisse du temps aux salariés pour avoir des idées, même si ce sont des salariés à la base qui peut-être s'opposent, est-ce que tout le monde n'a pas le droit justement d'avoir ce temps pour avoir des bonnes idées ? Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, ça dépend là aussi de quoi on parle. Il y a, moi, ce que j'appelle des expérimentations incrémentales, c'est-à-dire locales, de petite échelle, que tout le monde, effectivement, peut avoir en termes d'idées, d'initiatives, d'amélioration du quotidien. Et là, il faut plutôt encourager chacun à prendre des initiatives, à proposer, à mettre en œuvre, à essayer, ce qui ne met ni en danger le cycle de production, ni l'entreprise, ni ses collègues. Et là, effectivement, on est dans une culture de l'expérimentation, on se donne le droit d'essayer, on peut se dire pourquoi pas à tous les niveaux de l'entreprise. Maintenant, il y a certaines expérimentations que j'appelle plus radicales ou plus lourdes, qui consistent à tester un nouveau produit, à essayer une nouvelle méthode, à essayer une nouvelle application informatique, où là, on ne va pas forcément perturber, j'allais dire, toute l'entreprise et lui concentrer les ressources de tout le monde sur cette expérimentation. Là, on va la dédier à plutôt des gens qui sont moteurs, évidemment peut-être aussi avec, comme disait Jean, avec un peu des contradictions ou des réserves au départ, mais on va cadrer cette expérimentation et on va la localiser soit au sein d'une équipe, soit au sein d'une cellule d'innovation, peu importe, pour ne pas perturber le reste de l'environnement. Et là, cette innovation-là, de rupture, elle ne concerne pas tout le monde. Peut-être qu'elle concernera tout le monde dans un deuxième temps, si c'est une méthode, par exemple, qu'on veut déployer dans l'ensemble de l'organisation. Donc je pense qu'il faut bien cadrer le périmètre. Est-ce que ça veut dire, Thierry, qu'une entreprise, elle peut être un peu ambivalente sur son fonctionnement, être à la fois une entreprise qui s'affiche comme étant expérimentale et en même temps une partie de l'entreprise qui est un peu plus plan-plan et qui va convenir à des profils qui ne souhaitent pas le changement, et on le sait très bien qu'il y a des gens, le changement ça les panique tellement qu'ils en deviennent improductifs. Donc est-ce qu'on peut assumer une cellule autonome, ou en tout cas une partie des profils qui peut-être trouvera quelque chose ou peut-être pas, mais tout en assurant une stabilité totale aux gens qui auraient besoin de ça pour se rassurer dans leur quotidien? Alors, je ne dirais pas ni plan-plan ni stabilité. Il y a un concept en théorie qui s'appelle l'ambidextrie, qui est exactement l'ambivalence dont tu parlais. L'ambidextrie, c'est être capable de faire des choses des deux mains. Ouais. Une organisation, elle doit forcément avoir des processus, de la stabilité, être capable de répondre à des clients, de livrer des produits, donc d'avoir tout un ensemble de son fonctionnement qui est stable et qui n'est pas dans l'expérimentation ni dans l'innovation. Voilà. Elle doit aussi, pour se régénérer, notamment dans un contexte d'incertitude et d'instabilité, lancer des expérimentations, créer des nouveaux produits, innover. Voilà. Et donc, il n'y a pas les bons et les méchants quelque part, les plans-plans et les super-actifs. Il y a une partie de l'organisation dont les ressources doivent être dédiées à ce que j'appelle, moi, l'exploitation. C'est-à-dire qu'on répète, on sécurise, on fiabilise et on crée avec de la qualité attendue par les clients. Et puis il y a une autre partie de l'organisation qui est de l'exploration, où là on va essayer, on va explorer, on va imaginer, on va expérimenter. Et effectivement, plus on mélange les deux, la main droite et la main gauche, moins quelque part on arrive à écrire. Donc, par contre, on peut faire évoluer des collaborateurs de périodes d'exploitation où ils sont dans le process, et puis ceux qui se révèlent finalement qui ont plutôt envie de passer dans l'initiative et dans la création, on peut bien sûr leur changer leur fiche de poste et leur donner plus de poids et d'importance sur cette partie-là plus tard. Dans le monde que tu décris, Thierry, il y a quand même ce côté, un profil, il va être soit dans le côté laboratoire, soit dans le côté opérationnel, en gros. Est-ce que cette ambivalence ou cette ambidextrie, elle peut être appliquée à un seul individu? Parce que on sait que dans nos entreprises, dans nos petites entreprises, et c'est le cas de beaucoup de dirigeants au CJD, on n'a pas forcément les moyens de mettre tout le monde, de dédier des ressources uniquement à l'expérimentation. Alors est-ce qu'un profil dans une boîte, on peut lui dire à la fois tu fais ton travail classique et puis tu expérimentes, parce que on sait que ça génère une adrénaline tellement puissante, le fait d'avoir l'impression de participer à un projet un peu unique, un peu innovant, de tenter des choses, etc., que c'est parfois très difficile de se remettre dans son travail de tous les jours. Comment on fait pour gérer cette ambivalence? Et je laisserai aussi Jean répondre là-dessus. J'imagine qu'il y a des éléments de réponse de ce côté. Avant de passer la parole à Jean, on aura effectivement un autre regard. Rappelons-nous ce que faisait Google, les 20% de temps laissés à chacun pour travailler sur des expérimentations personnelles. Ça veut dire qu'effectivement, évidemment, on est des êtres humains qui ne sont pas que monolithiques, et on est capable de suivre un process et puis en même temps. Mais à ma connaissance, ils ne le font plus, je crois. Alors, effectivement, ils ne le font plus, mais ça, c'est d'autres choses. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est oui, c'est possible, bien sûr, de faire les deux, mais il faut bien que ce soit cadré. C'est-à-dire, d'abord, sur quoi je suis évalué? Est-ce que je suis évalué sur des nouvelles idées, des nouvelles initiatives, ou sur la fiabilité de mon activité quotidienne? De quel est le temps dédié et quel est le contexte
qui me permet de créer et le contexte où je dois produire. Donc ne pas mélanger les choses, que ce soit clair dans l'esprit du collaborateur. C'est pour ça qu'on crée parfois des cellules d'innovation ou des labs d'innovation ou des salles d'innovation pour se dire là on innove. Puis après quand on rentre dans mon quotidien, je reviens dans mon activité quotidienne. Donc oui, on peut faire les deux, simplement ça s'organise, ça se cadre, et il faut faire attention que le collaborateur ne soit pas en tension paradoxale entre des objectifs qui sont complètement contradictoires, être efficace, produire et en même temps imaginer autre chose. Est-ce que ce constat est partagé par Jean sur ce sujet de l'ambivalence que peuvent avoir parfois une seule et unique personne ? Oui, alors sur cette ambivalence, moi il y a deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit quand je repense un petit peu à ce qu'on a pu faire, aux situations concrètes. La première, c'est que souvent c'est quand on fait autre chose que les idées ou que quand on a un point de blocage, ça se débloque. Je suis d'accord avec ça. En allant faire un footing sous la douche, c'est des clichés. Et en même temps, c'est un footing sous la douche, je sais pas si c'est un cliché pour le coup. Ça, pour le coup, dans l'ambivalence, on est pas mal. Et après, effectivement, il y a cette histoire aussi de la culture. Est-ce que l'entreprise a cette culture qui me permet ou qui me fait sentir aussi en sécurité et sur lequel je peux aller tester des choses, avoir des innovations. Au niveau des profils, moi je dirais que les profils au sein de l'organisation sont différents et les profils qui vont porter des innovations, qui vont être capables d'aller expérimenter, d'aller prendre du retour utilisateur, etc., ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont être super bons dans la production, dans la réalisation du travail du quotidien. Et c'est extrêmement important, à mon sens, d'avoir les deux profils qui sont capables de se retrouver également dans des phases d'expérimentation. Au début, on va avoir peut-être des profils plus créatifs qui vont avoir des super capacités d'aller tester une idée, d'aller chercher du retour utilisateur. Et à partir du moment où ça va commencer, on va avoir le point de bascule où ça va rentrer en prod, il te faut d'autres profils qui soient capables d'assurer, d'avoir plutôt le sens du détail, etc. Du coup, ta reco, ce serait de les associer dès le début ou pas ? Parce que souvent, on peut avoir un peu cette image caricaturale-là dans les boîtes, des fois, un groupe de gens qui sont un peu les créatifs, qui sont très mal perçus par les gens qui produisent, qui disent oui, pendant ce temps-là, nous, on bosse. Tant qu'une expérimentation n'a pas porté ses résultats concrets en productivité, tu peux quand même avoir ce sentiment-là, même s'il est plus ou moins formulé, ça n'empêche pas d'avoir une bonne ambiance, mais quand même d'avoir dans l'arrière-pensée de ceux qui bossent réellement pendant que les autres cherchent, quelque chose qui relève de l'ordre du conflit sous-jacent. Est-ce que tu l'as rencontré ? Et est-ce que du coup, il faut, pour lutter contre ça, associer tout le monde dès le début ? Alors, comme le disait Thierry tout à l'heure, si tu associes tout le monde sur chaque expérimentation, innovation, il y a un moment, il faut quand même effectivement que l'entreprise tourne sur ce qui est sûr. Néanmoins, nous, on a une pratique interne que je trouve très intéressante et qui fonctionne très bien. Typiquement, on l'a fait pour des thématiques comme la gouvernance partagée, comme des sujets d'autodétermination du salaire, qui ne sont pas des petits sujets. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu donnes un peu ces exemples-là, mais qui sont quand même fondamentalement de nature à remettre complètement en cause une organisation. Est-ce que tu peux développer un peu sur vos expériences et ce qu'elles ont donné ? Oui, j'y reviendrai dans un instant. Je te donne quelques détails. Je le détaille un peu plus. C'est juste pour te donner un exemple. On s'est dit typiquement, on fonctionne sur un mode de groupe projet basé majoritairement sur le volontariat. On utilise aussi de temps en temps un mécanisme qui s'appelle l'élection sans candidat en fonction des thématiques pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Dans l'idée, c'est on va voter pour quelqu'un, mais il n'y a pas de candidat. Et puis du coup, les personnes qui ont le plus de votes sont les personnes qui, a priori, sont les plus légitimes, ou en tout cas qui ont la confiance du collectif pour travailler sur ces sujets. C'est un des modes de gouvernance, donc, pour le coup, je fais une parenthèse, mais du CJD, dans certaines sections du CJD, les élections, alors au CJD, on reste président de section pendant 2 ans maximum, et on peut l'être qu'une seule fois, et il y a normalement, dans certaines sections, pas du tout de candidats, on vote pour les uns et les autres, et puis à la fin, il y a une légitimité qui se crée, et c'est un mode de démocratie qui est pas inintéressant. Je sais pas s'il est applicable à une présidentielle, mais en l'occurrence, dans certains cas, je peux comprendre que ça fonctionne.
Ouais, ce serait peut-être compliqué pour la présidentielle, mais dans d'autres contextes, ça fonctionne très bien. Et du coup, nous, ça nous permet en fait d'avoir des personnes, un petit groupe réduit de personnes qui vont avancer sur un sujet, qui vont partager leurs avancées assez régulièrement pour embarquer quand même le collectif sur ces expérimentations, en tout cas sur ces innovations. Et puis, au moment où on va décider de l'expérimenter, eh ben, on va décider en collectif et puis on va se dire, OK, on prend cette voie. Donc, par exemple, sur l'autodétermination des salaires. Le groupe projet, j'en parle parce que j'en faisais partie, du coup c'est très facile pour moi d'en parler. Il y a un moment, on a fait beaucoup d'exploration, on est allé interviewer énormément de monde, on a fait des calls, des échanges, des retours d'expérience, etc. à l'appel. Et puis il y a un moment où on s'est dit, tiens, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Soit on part sur une co-construction d'une grille salariale où on définit ensemble quels sont les composants, qu'est-ce que ça veut dire l'ancienneté, quel poids on donne aux composants, etc. Soit on part sur un modèle un peu plus libre, qui est l'autodétermination des salaires. Et bien typiquement, tu vois, on a ces deux voies, on en discute, on part là-dessus, on embarque tout le monde, le collectif, et néanmoins après, le groupe projet recommence à travailler dessus. Et du coup, tu as cette étapes intermédiaires, cette alternance. Ouais. Et tu as cette alternance entre, il y a des étapes collectives et des étapes où on n'y est pas tous parce que sinon ça prend trop de temps. Sur l'autodétermination des salaires, ça a donné quoi? Et c'est quoi le but tout bête de l'autodétermination des salaires pour l'entreprise elle-même, si on raisonne plus en tant qu'individu, mais est-ce que c'est simplement d'avoir quelque part une meilleure ambiance de travail parce qu'on apporte à chacun la compréhension du salaire de l'autre et donc l'idée que tout est justifié et donc pas d'injustice dans l'entreprise? Est-ce que ça sert juste à ça ou est-ce que ça a des répercussions très différentes dans une entreprise? C'est une très bonne question. Ça pourrait faire l'objet d'une émission spécifique, alors c'est pour ça qu'on est obligé d'aller un peu vite. C'est complexe d'y répondre. Je dirais que le postulat de base, c'est qu'on est des adultes, qu'on est tous responsables et que même sur un sujet qui est aussi tabou, aussi touchy, on peut être adulte et on peut avoir des relations transparentes, sereines, et d'avoir une confiance globale. Donc les individus, chaque individu envers chaque individu, l'individu envers l'équipe et puis envers aussi l'organisation. Voilà, je dirais tout simplement que c'est un peu un changement de paradigme, c'est une autre vision qu'on a de l'entreprise. Et du coup, est-ce que ça veut dire que aussi ces thématiques-là d'entreprise, je sais pas, on dit parfois libérée, innovante, horizontale, etc., est-ce que c'est quelque chose qui doit être là dès le recrutement? Parce que quand tu cherches des profils, tu vas leur dire dès le début, nous on est comme ça, on est une entreprise avec ce côté expérimental, ou pas forcément, parce que justement, on en parlait au début de l'émission, il y a des profils dont on sait qu'ils vont être plutôt dans l'opérationnel et on leur vante pas cette partie-là de l'entreprise, justement parce que ça pourrait aussi leur faire peur ou les frustrer de ne pas y contribuer, pour le coup. Ouais, alors je me marre parce que le recrutement c'est forcément un sujet hyper important et central dans notre type d'organisation. On a les deux profils, on a des profils qui sont hyper attirés par l'innovation, d'avoir des expérimentations tant internes que Thierry en parlait d'une innovation qui trouve son marché dans ce qu'on peut proposer à nos clients. Et également, on a des personnes qui ont moins ce profil, mais qui sont des piliers dans la production. Voilà, quand on sait qu'il faut produire, ils sont là et on en a besoin. Et typiquement, moi, je suis un profil qui est beaucoup plus attiré par l'expérimentation et l'innovation. Si j'avais pas mes collègues derrière qui sont là en tant que socle, je serais bien embêté. Et une mini aparté, mais je trouve ça assez marrant. Je l'ai piqué à une autre entreprise grenobloise et lyonnaise qui m'avait dit ça. Ils passent, allez, on va dire 15, 20, 30 minutes dans leur recrutement à exposer tous les mauvais côtés d'une entreprise qui est en gouvernance partagée, responsabilisante, libérée, holacratique, enfin peu importe le thème, le terme qu'on utilise, en disant attention, voilà aussi tous les défauts qu'il peut avoir dans notre organisation. Et du coup, je le fais et je trouve ça super intéressant de le faire en recrutement.
D'avoir la face cachée parfois. Oui, exactement. Ouais. Tout est question d'arbitrage aussi. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Je redonne la parole à Thierry en revenant rapidement sur le sujet de l'organisation de cette innovation au sein d'une entreprise, parce que je trouve que c'est un sujet fondamental. Il ne s'agit pas de dire, et là ça peut paraître un peu flou nos échanges pour le moment, dans un dirigeant qui nous regardera, il disait mais alors du coup concrètement on fait comment? Parce que certes on a des profils qu'on identifie comme étant plus propices à la créativité et à l'innovation, mais comment on fait pour accorder des temps et pour organiser ça? Parce que est-ce que ça marche, Thierry, dans une entreprise de dire aux gens le lundi et le jeudi vous innovez et le reste du temps vous faites un travail classique? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Parce que comme le disait Jean un peu il y a quelques minutes, l'innovation parfois c'est un déclic. Alors il parlait de footing sous la douche, mais ça peut être simplement en train de faire son travail habituel, et ça peut être à ce moment-là que ça vient. Du coup, comment on fait pour permettre une flexibilité de l'innovation? Je reviens sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut isoler l'innovation, soit physiquement, soit au sein de projets qui sont repérés, et on peut avoir des individus qui sont à la fois dans la production et aussi détachés sur des projets d'innovation. Et là, il faut effectivement sortir du découpage, le lundi j'innove, le mardi j'innove pas. Par contre, j'ai des objectifs d'innovation. Ce qu'il faut surtout bien faire comprendre aux individus, c'est que je ne vais pas être évalué de la même façon. Les indicateurs ne seront pas les mêmes, les moyens ne seront pas les mêmes. Sur l'innovation, par exemple, ou l'expérimentation, il faut beaucoup plus d'autonomie, il faut beaucoup plus de liberté, il faut sortir des indicateurs habituels. On peut très bien, pour une grosse expérimentation, arriver au bout de quelques mois en disant on a raté. Par contre, voilà pourquoi on a raté, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà ce qu'il ne faut pas refaire, voilà ce qu'il faut garder de cette expérience. Et là, l'expérience, elle est réussie et elle est évaluée non pas sur son échec, mais sur ce qu'elle a permis d'apprendre à l'organisation. Alors que dans la production, évidemment, on va évaluer la qualité, les rendements, nos indicateurs habituels. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien cadrer au départ pour pouvoir ensuite que les individus soient clairement attribuer, en tout cas fassent bien la part des choses entre ce qui relève de l'innovation qu'on leur demande au sein de projets, au sein de structures dédiées, au sein d'activités particulières, et puis ce qui relève de leur activité quotidienne productrice pour ceux qui sont, encore une fois, dans les deux structures. Alors, une autre façon de faire, c'est effectivement de séparer complètement les structures. C'est exactement la situation que j'avais dans ce laboratoire d'innovation, qui était en fait une usine à expérimenter. Nous, le Silex, c'est ça, Thierry. Petite équipe. Voilà, exactement, le Silex, qui était un laboratoire d'innovation, donc qui était même physiquement sorti de l'entreprise, puisqu'on était au centre-ville. Et là, notre travail était d'expérimenter des technologies nouvelles, des méthodes nouvelles. Très concrètement, dans notre métier d'éducation, des nouvelles configurations de bureaux. On a testé l'open space, on a testé... Parce que toi, le laboratoire, le Silex, c'était pas un laboratoire genre un open space pour plein d'entreprises qui viendraient expérimenter, c'était vraiment le laboratoire de l'EM, c'est ça ? Exactement. C'était pour tester de l'école, c'était pour tester de nouvelles idées, alors en matière de pédagogie par exemple, mais aussi en matière de technologie, en matière de partenariat. C'était aussi par exemple pour tester le fait que EM Lyon revenait au centre-ville, on est un petit peu en dehors de la ville pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça génère comme nouveau contact avec l'écosystème de se retrouver en centre-ville? Voilà, ça c'est une logique, on va essayer pour voir ce que ça donne. L'idée était de faire venir les gens de EM Lyon pour les faire travailler. Alors là, on les sortait de leur activité et on les faisait travailler sur des projets d'innovation, sur des expérimentations nouvelles. Et bien évidemment, donc on a essayé 1000 idées, 2000 idées. Parmi toutes ces idées, il y en a quelques-unes qui ont été transférées au vaisseau amiral, c'est-à-dire par exemple des nouvelles technologies qu'on a mis dans nos programmes, des nouvelles idées de cours qui sont devenues des cours offerts à nos étudiants, des nouvelles configurations de bureaux qu'on a répliquées dans nos campus, par exemple. Voilà, donc ça c'est des éléments très très concrets. Mais quand les gens venaient dans ce lieu physiquement distinct, ils savaient qu'ils venaient pour une activité d'innovation avec des nouvelles méthodes, des nouveaux objectifs. Voilà. Et ça les aidait, t'as l'impression que ça les aidait Est-ce que cette notion de lieu, elle est importante? Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, peut-être parce que là, effectivement, l'EM a aussi les moyens d'avoir un vrai local à un autre endroit, etc. Mais dans plein d'entreprises, ça peut être simplement, au lieu d'avoir une salle de réunion, on peut la dédier à la réflexion, à l'expérimentation, simplement d'avoir physiquement un endroit identifié à réfléchir. Est-ce que ça suffit comme déclencheur pour que les gens se mettent à réfléchir? Alors, ça ne suffit pas, mais c'est important. Et effectivement, ça peut être simplement une salle de créativité ou une salle configurée de façon un peu différente, avec quand même quelques outils un peu particuliers, du type par exemple des murs sur lesquels on peut écrire, des post-it pour pouvoir générer facilement des idées, des meubles qu'on peut bouger pour pouvoir se mettre facilement en équipe. Mais ça peut se faire dans une petite salle, toute simple. Mais clairement, c'est un facteur, un marqueur du fait que quand je suis dans cette salle, je sors de mon job.
habituel. Je vais rencontrer des gens peut-être avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler. Ils peuvent être de l'extérieur, ils peuvent être d'autres services de mon entreprise, et on va avoir un objectif particulier de sortir des idées, ou au contraire de mener un projet d'expérimentation, ou de voir les choses autrement. Donc c'est l'espace physique, on sait bien toujours que l'espace physique nous influence. Le fait simplement de changer d'espace, de changer de lieu, de changer de contexte, va nous mettre dans une situation d'esprit différente. Voilà, et donc, moi je pense que c'est vraiment important, même dans une petite entreprise, de flécher un espace, même s'il est réduit, où là on va essayer de travailler en mode plus collaboratif, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors justement, sur la question de la collaboration, ça m'amène aussi le sujet des différents profils d'innovation, peut-être en caricature entre les introvertis et les extravertis. Est-ce que justement, quand on est dans un processus expérimental, on est obligé de collaborer? Parce que je remarque que par exemple, il y a des gens qui sont très à l'aise dans les phases de brainstorming, on est à plusieurs, on est dans un lieu spécifique, on est dans le laboratoire, chacun donne des idées, etc. Mais tu as aussi plein de gens qui n'oseront jamais formuler une idée et ils ont besoin de se retrouver seuls à un endroit, sans jugement, sans rien, de tenter et d'attendre la maturité de leur idée pour l'expliquer au groupe. Et si encore on a bien formalisé le fait qu'il n'y avait pas d'objectif tout de suite et qu'on avait le droit à l'erreur, c'est encore plus facile pour eux. Du coup, est-ce que c'est aussi des profils que vous avez rencontrés? Est-ce que ce sont des profils qui sont aussi, de votre point de vue, bons pour l'innovation? Je pose la question et à Jean et à Thierry sur ce sujet-là. Ouais, pour te répondre rapidement, dans tous nos projets qu'on accompagne, alors là je me projette plutôt chez nos clients, tu as tout type d'équipe, tout type de métier, on travaille avec certaines personnes, ils bossent dans des laboratoires, tu as des personnes très introverties, tu en as d'autres, c'est plutôt des équipes commerciales avec du charisme, etc. Tu as des techniques qui te permettent de contourner ça. Typiquement, je vais partager une petite technique qui est très concrète, qui fonctionne très très bien et qui évite de les faire justement non, c'est pas de les faire boire. Alors nous, on aime bien appeler ça le TIR chez FlexJob, le temps individuel de réflexion. Donc évidemment, la culture d'entreprise, la manière dont tu vas apporter l'atelier, présenter dont ça va se passer, si tu fais un icebreaker, etc. Tout ça sont des techniques. Le TIR, c'est typiquement, je vais te poser une question autour d'une problématique et chacun va prendre une feuille de papier, des post-it, son ordinateur, tu fais ce que tu veux. Et pendant 5 minutes, chacun va écrire toutes les idées qui lui passent par la tête, en précisant bien qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Et ça, quel que soit le sujet sur lequel vous voulez travailler, n'importe qui dans les personnes qui nous écoutent peuvent l'utiliser. Et à la fin de ces 5 minutes, on va faire un tour de table et chacun va pouvoir exprimer ses idées. Et en fait, ça permet de gommer pas mal de biais, notamment le biais de confirmation. La première personne qui arrive va s'exprimer, qui va avoir un peu de charisme, qui peut être un peu grande gueule, dit voilà, ça c'est mon idée, il suffit pour un peu que ce soit le dirigeant, tout le monde va dire ah ouais, super idée, parce qu'on veut pas se brouiller avec le dirigeant. Alors que si par exemple le dirigeant s'exprime en dernier et que chacun lit ce qu'il a marqué sur son papier, et ben ça fonctionne super bien et j'invite tout le monde à l'utiliser. Petite astuce, vous le testez en 5 minutes, ça fonctionne très très bien. Et sachant que bon, ouais, vas-y Thierry. Donc, pardon, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Jean, sur le brainstorming. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'un brainstorming collectif était bien plus performant quand les individus avaient commencé à réfléchir d'abord tout seuls aux problèmes posés. Donc c'est toujours important de laisser l'expression individuelle avant le collectif. Mais alors il ne faut pas confondre le brainstorming et justement l'expérimentation. L'expérimentation, elle doit s'inscrire dans un temps qui est un peu plus long. Un brainstorming, ça peut se faire en 1 heure, 2 heures et on a fini. Une expérimentation, c'est quand même au moins quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être pour les grosses expérimentations, ce qui permet à ceux qui ont des idées de les exprimer au moment où elles arrivent, mais à ceux qui sont un peu plus introvertis, qui ont du mal finalement à réagir un peu spontanément, à se dire justement en prenant leur douche ou en allant faire un footing, bah tiens, je vois le problème un peu différent qu'on a évoqué la semaine dernière, je le vois un peu différent. Et une bonne expérimentation, elle doit permettre des temps courts et des temps longs pour permettre à tous ceux qui ont des rythmes différents de pouvoir s'exprimer. Et puis, moi, par exemple, j'ai beaucoup constaté dans mon usine d'expérimentation, là au Silex, vous aviez des gens, ils partaient immédiatement, ils avaient acheté l'idée, ils essayaient quelque chose, ils mettaient en place, ils trouvaient ça génial, les enthousiastes, vous voyez, de l'expérimentation. Et puis, vous en avez d'autres qui étaient beaucoup plus réticents et qui avaient besoin d'abord de temps, de faire des toutes petites choses dans un premier temps, de, je sais pas, changer l'emplacement de leur bureau. Et, un peu l'incrémental que tu décrivais tout à l'heure. Exactement. Pour moi, c'est l'expérimentateur progressif et il faut accepter
que des gens aient besoin d'un rythme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas des bons acteurs de l'expérimentation ou de l'innovation plus tard. On n'a pas tous le même temps. Il faut du coup prévoir aussi du temps pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en France, on est un pays où on envisage culturellement, par habitude, je ne sais pas, ou par tradition révolutionnaire, l'expérimentation et l'innovation par une rupture totale avec ce qui est fait, alors que dans beaucoup d'autres cultures, il s'agit simplement d'améliorer petit à petit, ne serait-ce que le confort des collaborateurs ou le rendement de tel ou tel truc, etc. Et ça peut être des petites touches, et c'est finalement souvent un peu moins bien vu d'améliorer petit à petit, mais une petite amélioration qui reste 10 ans, c'est parfois mieux qu'une révolution qui échoue au bout d'un an, quoi. Il y a une formule que j'aime bien là-dessus, qui est préférer le plaisir des petits matins quotidiens au grand soir. Parce que le grand soir, c'est-à-dire l'innovation de rupture qui va tout changer, en fait, elle se construit par les petits changements et un état d'esprit quotidien qui fait qu'à la fin, on arrivera à quelque chose. Et là, surtout, ça implique tout le monde et c'est permanent et c'est régulier, quoi. Si je parviens à me souvenir de cette citation, je la mettrai au crédit de Thierry Pic. Jean, tu veux intervenir aussi sur le sujet ? Ouais, je voulais donner un petit exemple. J'aimais bien ce que disait Thierry sur l'aspect, il y a aussi des temps longs. Et du coup, il ne faut pas oublier que dans son expérimentation, on a des hypothèses de départ, on a envie d'aller chercher quelque chose et du coup d'avoir aussi des temps de retour d'expérience, des petites rétrospectives régulières, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien donner sur l'expérimentation l'exemple de la Réunion, parce que la Réunion, tout le monde en fait. J'ai l'impression que c'est un problème pour tout le monde, encore plus en ce moment là depuis un an avec les écrans. Et l'idée de la Réunion, ce que j'aime bien donner, c'est vous prenez un cadre, vous faites un cadre et vous mettez ce qu'il est interdit. D'accord, avec la Réunion, ce qui est non négociable, ce qui est négociable et ce qui est libre. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement ce qui est interdit ou non négociable dans une réunion, il y a assez peu de choses. Et dans ce cadre, d'accord, parce que c'est toujours bien d'avoir un cadre pour expérimenter, et pour vous ne pas avez le une respecter. liberté immense. Alors, tu n'as même pas besoin de sortir du cadre, tu te rends compte que la partie liberté est négociable, tu peux faire plein de choses et tu as plein de choses à expérimenter. Et donc, garder ça en tête aussi, il n'y a pas non plus besoin de se mettre en risque incroyable pour lancer des expérimentations. C'est un peu, si je comprends bien, le cadre de votre travail à FlexJob, c'est de donner tous ces petits outils pour faire émerger des idées qui seraient restées bloquées dans les individus, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas forcément de dire aux gens, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est un peu comme moi, je me rappelle, à l'école, ils disaient toujours, allez-y, posez vos questions, il n'y a pas de mauvaise question, seulement quand tu es timide et que tu as besoin que ta question elle soit validée, même si c'est une exigence par rapport à toi-même. Moi, je sais qu'il y a plein de questions que j'ai jamais posées à l'école, parce que même si on me disait, il n'y a pas de mauvaise question, j'avais envie qu'elle soit bonne, ma question. Donc, j'imagine plein de méthodes et plein d'environnements favorables et qui sont peut-être propres aux individus plus qu'aux organisations qui les emploient, qu'il faut arriver à développer. Alors, vas-y Thierry. Vas-y, non, je t'en prie. Non, je veux juste rajouter à ça l'idée de la confiance que ça peut générer quand on est dans des logiques d'expérimentation, parce qu'effectivement, on émet des idées, on ne sait pas si elles sont bonnes, mais comme on expérimente, c'est pas grave, puisqu'on est là pour essayer, et ça peut générer progressivement, quand c'est bien valorisé, de la confiance de personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer, ou du mal à sortir des idées, progressivement de créer ce que j'appelle leur petite victoire, leur petite réussite. Et comme on est sur des expérimentations, on est à petite échelle. Donc on réussit toujours quelque chose, on réussit toujours à progresser. Trop de confiance d'ailleurs, après on n'arrive plus à les faire taire les gens après, c'est terrible. Alors, tant mieux, si c'est ça. Il vaut mieux avoir à gérer ça que l'inverse, me semble-t-il. Vas-y Jean, pardon. Sur l'ambition affichée des expérimentations, parce que par nature quand on expérimente, on peut dire voilà, ce qu'on cherche à faire c'est ça, y avoir un objectif clair et affiché. Vous avez tous les deux parlé de l'importance du cadre, mais quand on ne sait pas trop ce qu'on cherche, faut-il pour autant est-ce qu'on peut dire on cherche mais on vous dit pas quoi, parce que du coup ça évite d'être jugé si on sait pas ce qu'on cherche, si on n'affiche pas d'ambition. Est-ce que c'est un truc auquel vous avez une position affirmée là-dessus? Est-ce que l'équipe qui est en charge d'expérimenter et à qui le dirigeant consacre du temps, des heures, etc., des ressources de l'entreprise quelque part, est-ce qu'elle doit forcément afficher ce sur quoi elle travaille, se fixer un objectif quitte à rater, ou est-ce qu'elle peut être complètement libre? Ça vous laisse songeur tous les deux, mais... C'est une très bonne question. Non, je crois que c'est un pari aussi quelque part, l'expérimentation. C'est-à-dire, de toute façon, il faut laisser de l'autonomie, il faut faire confiance à l'équipe qui est en charge d'une expérimentation. Si on la contrôle trop, si le système est trop derrière, on va du coup freiner effectivement sa liberté. Mais c'est aussi un pari et un investissement. C'est-à-dire que ça peut ne pas marcher, ça peut ne rien donner. Alors, c'est pas un échec, encore une fois, on va apprendre des choses, mais ça peut ne pas déboucher sur l'ambition qu'on avait. Il faut accepter du coup cet investissement, ce pari. C'est pour ça que l'expérimentation elle est intéressante, parce
parce qu'elle est a priori toujours de portée relativement limitée. Elle est sur un petit périmètre. On ne va pas changer toute l'organisation d'un coup, on ne va pas changer nos produits d'un coup. Donc on va créer sur des marchés pilotes, par exemple, avec des petits groupes, des essais qui ne nous coûtent pas trop cher si par hasard ça ne marche pas. Donc voilà, il y a aussi l'idée qu'on essaye, ça ne réussit pas, on a investi. Et donc c'est ce qu'on appelle les pertes raisonnables ou les pertes acceptables, quelque part. Et ça, si on n'a pas cet état d'esprit-là d'être prêt à perdre un minimum, il n'y a effectivement pas de place pour l'expérimentation dans une organisation. Jean ? Moi, ça me fait penser à une entreprise qui s'appelle Favi, qui est entreprise industrielle, qui a fait pas mal de bruit parce qu'elle fonctionne sur un mode d'entreprise libéré. Jean-François Aubry qui était le dirigeant. Et il prend un de ses meilleurs... ouvrier et il lui dit écoute, je te propose qu'on teste un nouveau matériau pour nos produits. Et le mec il dit ouais, mais personne n'a jamais fait ça au monde, je suis pas sûr qu'on y arrive, etc. Il dit ok, mais imagine on réussit, on sera les seuls au monde. J'aime bien cette idée. Elle permet de se dire ok, comme disait Thierry, on raisonne en perte acceptable jusqu'où on est prêt à perdre, et après tout, expérimentons. On fait plein de tests, plein d'expérimentations. Ce qui est important, et encore une fois, Thierry le disait, et ça je trouve ça très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en retient ? Parce que si on expérimente mais qu'on ne retient rien, finalement, c'est pas très intéressant. Et est-ce que c'est pas là la place qu'il a à jouer, le dirigeant dans l'entreprise ? Justement, on en parlait tout à l'heure, on arrive un peu tous, j'imagine, à la conclusion que le dirigeant, c'est pas forcément son rôle de porter l'innovation. Il porte la culture d'entreprise qui la permet et le cadre qui l'accélère, mais il n'est pas le seul à avoir des idées, bien au contraire. Mais par contre, est-ce que son rôle, c'est pas de systématiquement en faire le bilan et de le présenter de manière favorable, quel que soit le résultat de l'équipe ? Parce que ça, c'est pas fondamental de savoir présenter des erreurs pour pas bloquer l'innovation, parce que vous mettez en place une cellule, il y a une équipe qui cherche un truc, finalement ça marche pas comme prévu, il peut se passer très rapidement que l'ensemble de la boîte dit bon vous voyez ça sert à rien vos conneries, on arrête maintenant, et ça peut tout de suite bloquer le processus. Est-ce que c'est pas ça le rôle du dirigeant, que de savoir présenter le côté positif, peu importe le résultat ? Le rôle du dirigeant, c'est de protéger l'innovation s'il pense que c'est important. C'est-à-dire de la laisser se développer, de valoriser ce qui en est ressorti et de veiller à la méthode, au process. C'est là que l'expérimentation, c'est pas de l'expérience. Parce que je peux vivre une expérience sans rien avoir appris parce que je me pose pas de questions sur ce que j'ai vécu. Une expérimentation, il y a forcément toujours un retour d'expérimentation. Et le dirigeant doit être en charge de veiller à ce que le cadrage de départ a été bien fait, les ressources nécessaires ont été consacrées, l'autonomie à l'équipe lui est donnée, elle n'est pas embêtée par les autres, et quelque part, il y a une évaluation de ce qui a été fait. Alors, soit il l'a fait tout seul, soit il l'a fait avec l'équipe, ce qui est encore mieux, et effectivement, une communication, parce que le pire aussi, c'est une expérimentation dont on ne parle plus. On ne sait même pas si elle a réussi, raté. Donc, avouer que, oui, ça n'a rien donné. Mais c'est pas grave, ça nous a au moins permis de comprendre que cette voie-là est pas bonne pour nous et qu'on va en chercher une autre. Et ça, c'est le rôle du dirigeant, de protéger l'innovation et l'expérimentation pour pouvoir en susciter d'autres et donner l'envie à d'autres de s'engager dans d'autres expérimentations. Je vous pose une question, après on va donner, je te donne la parole Jean dans 2 secondes, juste sur le cadre de ce que permet une entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est adapté, en France on travaille pas par mission mais par heure, on emploie les gens pour des heures et des créneaux horaires, et c'est parfois difficile, sauf sur les postes de cadre, de sortir de ces contraintes là. Est-ce que d'après vous, de manière très concrète, c'est possible pour une entreprise de permettre l'innovation et de la valoriser, de la chiffrer en tant qu'employé? Parce que si on a passé la nuit à réfléchir sur un truc et qu'on a eu l'idée du siècle, comment on le valorise? Est-ce qu'on le valorise en heures? Est-ce qu'on le valorise autrement? Est-ce que notre cadre juridique tout bête est adapté à ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier si ce n'est pas le cas? Alors, pour répondre à ça, moi je dirais que sur ta question des heures, on en parle beaucoup avec le télétravail en ce moment. Je dirais que le travail, pour une grande partie d'entre nous, avant d'être lié à un lieu ou à des horaires de travail, c'est lié à une action qui est de faire, qui est de produire quelque chose. Alors évidemment, si je suis ouvrier à la chaîne, j'ai besoin d'aller sur mon lieu de travail parce que j'ai un outil qui m'aide à le faire. Pour tous les autres, la question mérite d'être posée. Et encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de l'entreprise responsabilisante. Il y a un boulot à faire. Finalement, c'est pas les heures de travail qui vont me permettre de le réaliser.
c'est est-ce que j'ai les moyens de le faire, est-ce que l'environnement dans lequel j'évolue est facilitant. C'est beaucoup plus des aspects comme ça, à mon avis, qu'il faut regarder, que de se dire c'est tant d'heures, c'est ce lieu de travail, c'est mon contrat, etc., etc. Mais je posais la question aussi sur la valorisation, parce que quelqu'un dans l'entreprise, un collaborateur, admettons qu'il y a plein de collaborateurs au même type de poste avec à peu près le même salaire, puis il y en a un qui trouve une super idée parce qu'il a passé le week-end à réfléchir sur un truc et dans son coin il a fait quelque chose et ça va changer la destinée de la boîte. Comment tu le valorises? Parce que là du coup ce sera pas forcément en heures, ce sera dans la qualité de l'idée, et même on parlait d'incrémental, sur toutes les petites innovations de tous les jours, comment tu valorises un profil qui a plus facilement des idées? Est-ce qu'il faut lui proposer de rentrer dans l'entreprise d'une autre manière? Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire ça? Peut-être Thierry sur ce sujet. Déjà, effectivement, il faut reconnaître l'idée. Il faut pas, parce qu'une idée, elle est toujours collective, même si c'est quelqu'un qui la génère. À un moment ou à un autre, elle va passer dans un certain nombre de filtres, de tests, etc. Donc, ce qu'il faut surtout, et ça, le pire, c'est que quelqu'un qui a une idée, il sait plus ce que devient son idée, puis à un moment, il la voit réapparaître quelque part sous forme de produit ou d'activité. Voilà. Donc, déjà, première chose, c'est reconnaître que cette idée, elle vient de quelqu'un. Peut-être lui donner un rôle dans la suite du processus d'ailleurs, lui donner des ressources ou le mettre dans une équipe qui va commencer à travailler son idée. Et il y a des entreprises, alors plutôt des grandes entreprises, qui ont même été jusque dans cette logique de boîte à idées, là vous vous rappelez une époque, qui ont ensuite été des boîtes à idées électroniques de rémunération des idées qui débouchait ensuite sur du business ou des activités. Donc on peut aller jusqu'à une rémunération financière, j'allais dire économique. Mais pour des petites entreprises, c'est pas ça le sujet. Ce que les gens attendent, c'est de la reconnaissance, c'est du sens, et à la limite, au minimum, que la personne qui a une idée, elle soit informée de ce qui se passe, de ce que son idée devient, de comment elle se transforme, et à un moment qu'elle soit pas oubliée dans la valorisation qu'on va faire, simplement même sous forme de reconnaissance ou de remerciement. Et ça déjà, c'est beaucoup, quelque part. Et d'expliquer aussi parfois pourquoi une idée n'est pas sélectionnée par le dirigeant, parce que c'est un des grands sujets des boîtes à idées, où c'est souvent, tu ouvres et puis tu as plein d'idées que en tant que dirigeant, tu as déjà eu, tu les as déjà éliminées parce que tu as la conviction qu'elles ne fonctionnent pas, donc tu les mettras pas en œuvre. Mais si tu vas pas individuellement voir les gens pour leur expliquer pourquoi tu le mettras pas en œuvre, il en résulte très vite le sentiment qu'en fait ça sert à rien tout ça. Tout à fait. La valorisation, le retour, soit une idée qui est générée, soit une idée qui est abandonnée pour de bonnes raisons, mais il faut l'expliquer. Tout à fait. Et ça, c'est donner du sens. Et c'est pour ça qu'il faut cadrer aussi au préalable. Typiquement, tu peux avoir des critères qui sont établis avant de lancer des expérimentations pour savoir et pour avoir une position un peu plus neutre et de ne pas avoir tes billets qui viennent te dire non, ça on élimine alors qu'il n'y a pas vraiment de raison rationnelle. Je vais dire un truc hyper provoque, mais est-ce que dans une organisation, on peut interdire à des gens d'avoir des idées? Est-ce qu'on peut vraiment définir des gens qui sont légitimes pour réfléchir et d'autres non? Parce qu'on sait que ça peut être une perte de temps d'avoir dans les entreprises des gens dont on sait qu'ils vont avoir d'immenses bonnes intentions et on a envie de les accompagner là-dedans, mais on y a déjà immensément réfléchi et on sait immensément que c'est une perte de temps. Et du coup, comment on peut faire pour cloisonner l'innovation en tant que dirigeant au profil dont on estime qu'ils ont le plus de chances de porter leurs fruits? Encore une fois, c'est des arbitrages, ça paraît très provoque comme formulé comme ça parce que tout le monde a le droit d'avoir des idées, mais ça peut occasionner une perte de temps majeure de la part des dirigeants d'avoir à toujours écouter les idées et les justifier. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Alors, moi on va voir si Thierry est d'accord. Thierry sourit pour l'instant. Que tu vois, c'est provoque, sauf que je pense que dans pas mal d'organisations, finalement, c'est la réalité. T'interdis aux gens d'avoir des idées, ne serait-ce que parce que la culture ne te le permet pas. Alors on te le dit pas, on te dit bien sûr, si tu as une idée, viens me voir. Voilà, tout le temps, c'est ça. C'est en général paradoxal. Entre l'intensité de la promesse de allez-y avec vos idées et puis la réalité terrain, il y a une frontière énorme, quoi. Et bien sûr, et du coup, moi j'ai cette conviction, c'est que finalement, on t'empêche d'avoir des idées dans déjà la majorité des organisations. Donc le premier point, c'est est-ce que ta culture d'organisation te permet de sécuriser ces innovations, ces expérimentations? Je partage complètement. Il y a un épuisement des idées. Il y a un épuisement des idées dans les organisations. Et effectivement, on le dit jamais. Au contraire, on est sur le bout de discours. Il faut prendre des initiatives, il faut avoir des idées, il faut vous lancer, etc. Et à partir du moment où une idée elle est rejetée ou simplement pas considérée, voire même simplement pas écoutée, une fois, deux fois, trois fois, on crée quelque part le sentiment chez chacun que mes idées n'intéressent personne, c'est peut-être pas les bonnes. Jusqu'à moi-même, finalement, je suis pas, j'ai pas de bonnes idées. Et donc, on arrive à un peu des situations un peu collectives où, tout en disant paradoxalement, ayez des idées, on n'en génère plus du tout. Ouais, parce qu'on est peut-être déçu par les idées, je sais pas. Et du coup, c'est quoi la clé pour faire en sorte que les bonnes idées remontent? Est-ce que de faire comme les sites internet participatifs? Je prends l'exemple de Reddit, par exemple, qui est une sorte de forum qui cartonne sur internet, surtout dans les pays anglo-saxons.
d'expérimentation où les gens mettent des plus et du coup les bonnes idées remontent, les bons postes remontent et les autres descendent. Est-ce qu'il faut impliquer toute la collectivité dans l'évaluation d'une idée pour que quelque part d'elle-même les mauvaises idées retombent? Ouais, alors moi je dirais qu'il faut se méfier parce que c'est pas parce que tout le monde trouve que l'idée est bonne qu'elle est forcément bonne ou que la majorité. Je suis d'accord aussi avec ça. Voilà, donc c'est toujours un peu moi je me méfie avec ces plateformes, ce système-là. Je trouve qu'il y a une pratique qui est intéressante, c'est au moins qu'on puisse avoir centralisé toutes les idées qui vont partir et de savoir pourquoi elles ont été retenues, pas retenues, s'il y a eu des expérimentations, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et je te donne un exemple, tu es dans un groupe de 10 000 personnes et tu as 5 000 personnes qui veulent améliorer leur réunion ou la cohésion d'équipe. Et ben, si elles expérimentent toutes, mais qu'il n'y a pas de partage d'expérience et qu'on ne capitalise pas dessus, là aussi c'est problématique. Tu vois, et donc j'aime bien cette idée où il y a des endroits où on peut centraliser et on peut aller piocher sur ce qui a déjà été expérimenté pour capitaliser et repartir sur des choses où ça a été documenté. Le côté Wikipédia des entreprises, je trouvais assez fondamental. On le fait jamais. Enfin, moi, j'ai jamais trop rencontré d'entreprises qui le faisaient. Peut-être celle que tu accompagnes, Jean, mais on ne fait pas de Wikipédia d'entreprise. On repart souvent de zéro avec des nouvelles équipes, etc. Ouais. Et c'est dommage. Et c'est un problème. Jean, tu voulais Thierry, pardon. Non, je voulais juste rappeler qu'on parle beaucoup des idées là, mais en fait c'est un peu comme un entonnoir. Il y a un processus qui doit suivre un entonnoir. On doit effectivement avoir le maximum d'idées et peut-être de façon très très collaborative. Il faut qu'on explique pourquoi certaines idées vont être retenues et pas d'autres, ça on est d'accord. Mais quelque part c'est là qu'on rentre dans l'expérimentation. C'est-à-dire que là on va mettre quand même un petit peu de moyens pour tester, créer des premiers prototypes. Et sur la base de ces prototypes-là, il y en a un certain nombre qui vont passer vraiment en termes d'innovation. Donc il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je parle aussi très souvent de méthode dans la logique d'expérimentation ou même de génération d'idées. Il y a une méthode assez rigoureuse dont le dirigeant est garant à mettre en place. Elle peut être assez simple, mais quelque part elle doit être rigoureuse surtout pour qu'on sache qu'à un moment on peut exprimer des idées, pour qu'on sache qu'à un autre moment on va en trier et elles ne seront pas toutes acceptées, et que peut-être certaines vont donner lieu à des structures un peu particulières qui vont tester, créer des prototypes, investir un petit peu, etc. etc. Quand ce processus-là il est clair, je sais moi où est-ce que j'ai ma place, où est-ce que j'ai pas ma place, je sais sur quoi je peux intervenir, je sais comment je peux être valorisé dans le processus et puis j'ai de l'information sur ce qui se passe, et là on clarifie pas mal les choses. Tu fais bien de le repréciser qu'effectivement expérimenter ça s'arrête pas du tout au stade de l'idée, contrairement à beaucoup d'idées reçues justement. Il y a plein de gens qui ont des idées, mais je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition, mais expérimenter c'est réussir le processus de prototypage, c'est faire en sorte d'aller dans le concret, et c'est en fait finalement beaucoup plus long que de dire hey, les gars j'ai pensé à ça, on devrait le faire, c'est le faire quoi. C'est évidemment plus long, et même quand tu reprends, ça remonte. Thierry parle de méthodes. Nous, typiquement, sur les méthodes, alors c'est plutôt sur des sujets de transformation organisationnelle, RH managériale. On commence toujours par cadrer. Ensuite, tu vas écouter. Ensuite, tu vas t'inspirer. Parce que ça aussi, c'est super important. Il y en a plein d'autres qui ont eu des bonnes idées et qui les ont prototypées, qui ont eu des expérimentations dessus. Donc, allons voir ailleurs. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Ensuite, tu vas co-créer, puis tu vas expérimenter. Tu vas construire ton prototypage. Et puis tu as un retour d'expérience, évidemment. Il nous reste un tout petit quart d'heure dans cette émission et j'aimerais qu'on le consacre autant que possible à essayer de partager ensemble des bonnes idées ou des mauvaises idées, des expérimentations réussies et des expérimentations moins réussies. Juste avant, pour terminer avec la culture de l'échec, est-ce que vous avez tous les deux des exemples d'expérimentations qui n'ont pas fonctionné et comment vous les avez présentées à l'équipe pour les transformer en réussite? Peut-être Thierry pour commencer. Alors, par exemple, je vais reprendre des exemples moi, très concrets dans notre laboratoire d'innovation où on voulait tester des nouvelles configurations de salles de cours, donc avec du mobilier un peu original, avec des façons de fonctionner un peu différentes, beaucoup avec des assises différentes, etc. Donc on est vraiment sur des configurations d'organisation du travail différentes. On s'aperçoit que des lieux qu'on souhaitait collaboratifs, finalement, on se retrouve au bout d'une demi-journée avec les gens qui ont pris les fauteuils, les poufs, etc., qui les ont mis dans un coin et chacun se retrouve dans un coin isolé les uns des autres. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en tout cas, l'idée qu'on avait d'un espace collaboratif n'a pas du tout fonctionné dans la réalité. Bon, très bien. Alors, comme on avait aussi expérimenté des modes de partenariat où on était avec des partenaires qui nous prêtaient du mobilier, on avait du coup imaginé, ils pouvaient nous les reprendre et le lendemain nous créer d'autres espaces
espaces et d'autres formes de configuration de travail, quelque part. Voilà, je pense que ça, c'est un exemple très concret d'une situation qu'on imagine et on pense qu'elle va créer un effet, ici de la collaboration, et la réalité des usages montre qu'en fait, ça crée l'effet complètement inverse. C'est là que l'expérimentation a beaucoup de force, parce qu'on va s'apercevoir que cette configuration-là, en fait, ne fonctionne pas par ceux qui sont censés l'utiliser. C'est un accélérateur aussi, finalement. Là où vous auriez pu croire pendant 10 ans qu'il fallait tendre vers ce type de collaboration ou d'organisation, finalement, le fait de mettre des moyens pour expérimenter concrètement, ça vous a fait gagner vachement de temps en vous disant, en fait, c'est pas vers ça qu'il faut tendre. Oui, et surtout, ça évite les débats un peu intellectuels ou abstraits parce que ça concrétise. On essaye, et là, on voit et on a les éléments de preuve. On peut prendre des photos, on peut filmer, on peut faire parler les acteurs, que ça ne fonctionne pas. Donc, on ne refera plus ce type de configuration-là. Et c'est très apprenant et c'est très rapide, effectivement. Ouais. Jean, sur la catégorie des expérimentations qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont tout de même des réussites. On en a eu quelques-unes et j'appuie juste ce que vient de dire Thierry, où effectivement je pense qu'il faut très vite aller, très vite, on se comprend, mais dans l'expérimentation, en sachant que c'est pas parfait, que d'attendre la perfection pour se lancer, parce que ça on le voit aussi de temps en temps, et dans ces cas-là c'est sans fin. Dans nos expérimentations, je parlais tout à l'heure des sujets autour de la rémunération. Évidemment, tout n'a pas été parfait du premier coup. Je pense que tout n'est pas parfait encore aujourd'hui. Et ces expérimentations, notamment au sujet de la reconnaissance, nous ont permis de voir que c'était pas parfait, qu'il y a eu des échecs, des moments difficiles, des émotions pas évidentes à partager, notamment sur la question de se dire, parce qu'on a pas mal lié l'évaluation, la reconnaissance et la rémunération, et de se dire mais finalement comment je peux mesurer la valeur ajoutée de mon travail et du coup comment est-ce qu'il est reconnu, et en fonction des actions et de la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter au collectif, eh bien, certaines personnes dans le collectif se sont dit waouh, mais en fait j'arrive pas du tout à avoir une reconnaissance et à me mettre à ma place, ce qui est tout l'effet inverse de ce qu'on a voulu créer. Donc il y a une partie de l'expérimentation qui s'est très bien passée, quand l'autre on s'est dit ouais ok, on a encore pas mal de boulot là-dessus, et tant mieux, parce que ça nous a permis de capitaliser là-dessus, d'apprendre, c'était une expérience apprenante, et du coup de travailler dessus, et là quand on l'a refait récemment, eh ben, ce problème s'est effacé. Donc ça a été très intéressant. Je vais redonner la parole à Julie Céline, puisqu'on a essayé de centraliser aussi de notre côté CJD les retours que pouvaient avoir les dirigeants d'entreprises adhérant à notre mouvement sur ces thématiques d'expérimentation, savoir sur quel thème déjà ils expérimentaient et puis quelles étaient les difficultés rencontrées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les retours qu'on a eu du sondage? Il y a eu une vingtaine de réponses, on a lancé le sondage rapidement hier auprès de quelques dirigeants qui voulaient bien participer sur LinkedIn, mais on a eu des retours divers et variés et intéressants. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les réponses parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Après, ce qu'on peut constater, c'est que parmi les expérimentations, en tout cas les plus pratiquées, il y a la co-construction de la stratégie. Alors, je ne sais pas si du coup ça fait partie de l'expérimentation ou pas, mais après c'est certainement une expérimentation en soi de co-construire la stratégie de l'entreprise. En tout cas, c'est vrai que côté CJD, il y a 30% des répondants qui l'ont fait. Ensuite, il vient d'autres thématiques telles que réflexion sur le temps de travail, action sociétale ou écologique. Alors, par exemple, sur l'écologie, on a notre présidente Marianne, qui nous regarde peut-être, qui a donné la possibilité à ses salariés de prendre une mission écologique, donc sur un thème différencié pour chaque salarié, et de laisser du temps à ses salariés, pour mener des actions dessus, voilà, librement. Donc du coup, elle en est plutôt satisfaite parce que là, alors, je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais elle détaille une série de choses mises en place dans sa boîte grâce à ça, voilà. Ensuite, sur la culture de l'échec, parce que du coup, je vous ai laissé parler, je ne suis pas trop intervenue parce que c'était quand même très intéressant, il y avait beaucoup à dire, mais je pense qu'il faut que ça soit annoncé dès le début et à l'avance, parce que des fois, on dit, vas-y, expérimente, et en fait, quand ça ne marche pas, les gens ne sont pas contents, et je pense que c'est dur à encaisser des deux côtés. Et justement, on a un exemple positif parmi les répondants. On a un dirigeant qui a proposé à un de ses salariés de reprendre sa boîte en scope. Et il dit ça n'a pas fonctionné,
Mais par contre, c'était hyper intéressant au niveau de l'expérimentation et ça nous a vachement enrichis. Donc, comme quoi, enfin, voilà, je pense que ça a dû être fait. Et ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques minutes avec Thierry notamment, que après tu sais que tu ne veux plus tendre vers ça. La SCOP, ça peut être l'idéal pour plein de collaborateurs. Il faut absolument qu'on fasse ça. Si notre dirigeant le proposait, ce serait génial. Bon, après tu t'y mets franchement, tu pèses les pour et les contre comme disaient les gens aussi au début. Et puis des fois les contre l'emportent et puis ça fonctionne pas. Et puis voilà. Mais après tu sais que ton Totalement. idéal, il a été déplacé sur autre chose. Je pense que ça vaut le coup, mais que c'est pas si facile que ça, parce que c'est facile de dire qu'on a le droit à l'échec et le droit à l'erreur, mais on sait qu'en tout cas chez nous en France c'est pas simple, et même si on n'arrête pas de le lire sur LinkedIn ou voilà, faut vraiment prendre conscience que ça peut arriver, quoi. Il y a eu des grands discours. Julie Céline, Vas-y Thierry. Je peux me permettre juste de provoquer un peu les dirigeants qui nous écoutent, pour prolonger exactement ce que tu dis, Julie Céline. Est-ce qu'un dirigeant est prêt à aller jusqu'à donner une prime, valoriser une expérience qui n'a pas marché? Parce que là, du coup, ça veut dire concrètement, je reconnais que l'expérience nous a été utile, elle ne débouche pas, mais du coup, au même titre que j'ai atteint mes objectifs avec un succès et du coup, je suis rémunéré ou valorisé pour, et ben, au même titre, je vais valoriser et reconnaître la contribution. J'allais réagir là-dessus aussi sans aller jusqu'à l'idée de la prime, mais on a eu... ça, dans le cadre de ta thèse, oui, c'est possible. Genre, en tout cas, j'ai eu souvent l'idée que j'ai souvent entendu dire dans les grandes entreprises américaines innovantes, et notamment dans la tech, etc., des remontrances de patrons qui disaient on ne se plante pas assez. C'est très ancré dans la culture de Google qu'on a évoqué tout à l'heure, mais voilà, on sait que Google abandonne des projets même qui ont été lancés au grand public parce que ils ont pris le risque d'expérimenter et après ils assument le fait que ça foire et tant pis, ça met des gens mécontents derrière, des utilisateurs qui avaient commencé, etc., mais ils assument et ils avaient en tout cas, sans aller jusqu'à la prime peut-être qui est pas forcément simple à budgéter, mais en tout cas dire on a un objectif de faire des erreurs parce que si on n'en fait pas, c'est qu'on n'essaye pas. Tu vois là-dessus, ça me rappelle, j'avais échangé avec une directrice régionale chez Kiabi. Dans les magasins qui étaient sous sa direction, il était prévu une fois par mois un pot pour célébrer tous les échecs qui avaient été réalisés dans le mois, en se disant ok, ça veut dire qu'on a testé, ça n'a pas forcément fonctionné, mais au moins on les célèbre et on partage et on en discute et comme ça on apprend autour de ça. Ça c'est un vrai élément de culture d'entreprise en tout cas. Thierry ? Ouais. Vous connaissez le comité des erreurs qu'a mis en place Google aussi, qui est tous les mois dans des équipes données, on se retrouve et chacun doit dire une erreur qu'il a fait dans le mois. Et celui qui vient jamais, alors c'est sur la base du volontariat, alors c'est sûr que celui qui vient jamais aux réunions, c'est un peu louche parce que du coup ça veut dire qu'il fait jamais d'erreur et en fait il est quasiment aussi stigmatisé quoi. Donc c'est l'inverse du modèle et je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas tout piqué la notion du pardon dans la religion catholique où tu dois pardonner des trucs que tu as fait, à mon avis ils ont tout volé. Julie Céline sur la fin de synthèse du retour. Pardon Jean, mais je redonne la parole juste à Julie Céline avant pour qu'on en termine sur le sondage et les différents retours qu'on a eus. Alors, comme autre pratique intéressante ou marrante, on a une participante qui dit qu'elle n'a pas de stratégie. En fait, elle s'adapte en temps réel aux demandes du terrain. Et donc, pour elle, c'est un petit peu une expérimentation. Et c'est, on va dire, son modèle de business. Voilà, le Covid a beaucoup participé au fait que des boîtes commencent à se dire, finalement, ma stratégie à 3 ans, elle a peut-être pas de sens dans un monde aussi changeant. Et ça avait été d'ailleurs le thème d'une des émissions qui est dispo sur la chaîne YouTube où on avait parlé que le fait de ne pas avoir de stratégie, c'était d'abord savoir s'adapter. Et en soi, c'était une stratégie. Et c'était une stratégie, ouais, totalement. Après, on a des choses plus basiques, pas forcément dans toutes les entreprises, mais par exemple, faire participer les collaborateurs au recrutement. Alors, je dis que c'est basique, mais non, parce qu'en fait, ça nécessite aussi une méthodologie. Ça se fait pas non plus comme ça en disant, allez-y, faites-le. Voilà. On a quelqu'un qui a mis en place la gestion du temps pour les employés de son atelier. Donc du coup peut-être un petit peu dans l'industrie, donc ça c'est intéressant. Je me demande comment il a fait du coup, mais il n'y a pas plus d'infos pour l'instant. Voilà, et après une panoplie d'expérimentation, l'intéressement, il y a quelqu'un qui est en train de tester l'effectuation avec un client, donc ça on avait eu Philippe Silberzan qui nous en avait parlé. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, après je peux aller plus loin, mais j'ai 3-4 pages. C'est déjà beaucoup. En tout cas, les retours qu'on a reçus étaient riches en initiatives et c'est vraiment un élément de culture d'entreprise et de culture du CJD en lui-même, puisqu'un de ses piliers, c'est le développement, la réflexion et l'expérimentation. Donc c'est évidemment pas simple à structurer, mais on sait qu'il y a une vraie volonté, en tout cas des gens qui rejoignent le CJD, de tester ensemble et de partager aussi pour pas faire les erreurs des autres. C'est un vrai intérêt de partager avec ses collaborateurs les erreurs et les réussites d'ailleurs, mais aussi
aussi avec d'autres entrepreneurs, parce que on est tous différents dans nos boîtes, mais il y a quand même plein de points communs. Donc des fois de dire ça, moi je l'ai testé et je vais t'expliquer pourquoi c'est plus compliqué que tu crois, ça peut aussi avoir un impact. Je crois que j'ai vu Thierry lever le doigt, enfin je l'ai vu lever le stylo, et je ne sais pas si ça fait partie du protocole pour prendre la parole ou pas du tout. Alors a priori non, pas du tout, mais puisque je te la donne. Parole, je vais juste ainsi. Ouais, je la prends 30 secondes pour rebondir sur ce que disait Julie Céline sur la stratégie. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de stratégie, ou alors un dirigeant disait moi je co-construis en mode expérimental ma stratégie. Je trouve que l'expérimentation est une belle alternative aux stratégies habituelles, qui est de dire bah voilà un objectif à 3 ans et puis voilà le chemin par lequel on va y aller. Donc tout est planifié, tout est clair, on a nos objectifs, on a nos temps de passage, etc. Je pense que plus on est dans un environnement comme celui dans lequel on est actuellement, très incertain, très imprévisible, plus l'expérimentation devient une arme stratégique. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas si ce produit va marcher, on ne sait pas si cette méthode va nous convenir. Essayons, prenons pas de risques, prenons un groupe pilote, et puis si finalement ça marche, étendons-le à l'entreprise. Voilà, donc est-ce que la stratégie pourrait pas être finalement une série d'expérimentations et donc d'adaptations permanentes? Quand on ne sait pas trop où on va, le mieux c'est de faire le premier pas pour voir si c'est solide, et puis de revenir en arrière si besoin, ou de le faire à côté ensuite. Et voilà, on l'a vu dans la crise là, les entreprises qui s'en sortent le mieux, alors c'est les géants beaucoup, mais c'est les géants innovants, c'est pas les géants plan-plan. Les grands bénéficiaires de la crise là aujourd'hui, petits et grands, c'est ceux qui avaient une culture expérimentale. Est-ce que du coup ça se tirer, on sait le budgéter, est-ce que c'est quoi, c'est 10, 20, 30% des ressources d'une entreprise qu'il faudrait consacrer à du temps d'expérimentation, ou est-ce que c'est vraiment tout dépend des entreprises, des moments, de l'année aussi, est-ce que on peut le normer ou pas du tout? Non, on ne peut pas le normer. Moi je le qualifierais sous forme de qualité des dispositifs mis en place et des expérimentations de retenue. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des idées qui sont évoquées, qui émergent tout le temps, c'est comment un comité de pilotage ou un dirigeant lui-même va sélectionner les idées et les bonnes expérimentations qui vont derrière. Voilà, c'est-à-dire que c'est la capacité aussi à pouvoir arrêter rapidement des idées ou des expérimentations qui donnent rien, pas les laisser mourir ou les laisser vivre pendant des mois et des mois alors qu'on sait très bien qu'elles donnent rien. Donc je pense que c'est la qualité du pilotage de dispositifs qui va faire la différence. Pour terminer l'émission, parce qu'il va bien falloir terminer l'émission, même si la discussion est passionnante, je vais vous demander à tous les deux de prendre deux secondes pour réfléchir à une idée, à nous donner une expérimentation qui a changé la destinée d'une entreprise et qui vous semble avoir le coup d'être menée. Et pendant votre réflexion, je redonne la parole à Julie et Céline sur une petite synthèse des quelques retours qui ont été faits malgré les problèmes techniques de cette émission-là. Est-ce qu'on a eu des réactions sur cette émission, sur les différentes plateformes qui la retransmettent en direct ? Toi, tu donnes des devoirs en fait à 3 minutes de la fin, quoi. Oui, mais si tu regardes comme ils réfléchissent, ils ont tous les deux leurs mains sur leur front et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Donc je pense qu'au-delà du lieu propice à la réflexion, il y a aussi une gestuelle avant tout à avoir. Ok. Parmi les réactions, on a Christelle du CJD France qui rappelle que dans un guide du CJD, justement, l'élection sans candidat fait partie des choses à expérimenter et qu'on que Jean a évoqué tout à l'heure. Ouais, voilà, tout à fait. On a aussi Séverine qui a réagi sur l'histoire du lieu dont on parlait plus tôt dans l'émission, et elle disait que pour elle c'était hyper important justement l'environnement pour penser autrement, et c'est vrai que pour témoigner depuis qu'on est à l'Orangerie avec Thierry, puisqu'on partage des bureaux et on se croise régulièrement, puisque Thierry via son autre entité dont on a peu parlé aujourd'hui parce que le temps nous manque, mais Act for Talent, c'est aussi ça le concept, c'est d'avoir cette idée de tiers-lieu qui permet à la fois de travailler mais aussi d'expérimenter. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'occasion de visiter les locaux du CJD Rhône-Alpes à Lyon, le lieu est très atypique, très modulable aussi parce qu'on peut changer d'environnement. C'était un des retours qu'il y avait sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est le fait d'avoir envie de changer de bureau et d'environnement tout le temps. C'est ce qui est possible de faire à l'Orangerie, mais dans tous ces tiers-lieux aussi, et tu peux effectivement en témoigner puisque tu y travailles, Julie Céline. Ouais, carrément, et le fait d'échanger avec des gens différents et d'avoir aussi un vrai espace de travail, le terrain de jeu dédié à l'expérimentation au sein de l'Orangerie, c'est vrai que ça aide pas mal. Donc voilà, et puis il y avait aussi des réactions au sujet de l'erreur, ou des erreurs, en disant que ça valait le coup justement d'apprendre des erreurs des autres et de savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Donc plutôt un avis favorable des gens qui nous écoutent. Je citerai comme la phrase de Pascal Viola sur les réseaux sociaux, qui est: on ne peut pas commettre toutes les erreurs en une seule vie, alors autant profiter de celles des autres. Et je trouve que cette phrase est assez vraie et assez sympa. Ça vous a laissé le temps à tous les deux, Jean et Thierry, de rechercher dans votre mémoire quelle expérimentation a été de nature à changer la destinée d'une entreprise, voire de changer le monde, soyons ambitieux. Je laisse Jean commencer peut-être.
Ouais, ok. Alors, changer le monde, je ne sais pas, je vais en parler d'une qui a en tout cas changé notre entreprise, notre philosophie, notre culture, qui a été assez radicale. Ça a été le jour où on a décidé d'arrêter les primes collectives pour passer à uniquement des primes individuelles à des collectives. Ça a totalement bouleversé sur 2 points, sur la manière dont on l'appréhendait en interne, du coup d'enlever ce côté plus individuel, plus individualiste peut-être, et surtout dans la qualité de nos productions. Je m'explique en 2 mots. Si chacun est récompensé individuellement, je ne vais pas avoir tendance à aller aider mes collègues et j'ai besoin d'un coup de main, ouais mais attends, là il faut que j'avance sur mon projet. Et du coup, individuellement, on grandit beaucoup plus vite et on fournit un travail qui est beaucoup plus qualitatif, donc individuellement on y gagne. L'entreprise y gagne parce que nos projets sont beaucoup plus réussis et beaucoup plus qualitatifs, et le client dans nos projets il gagne aussi parce qu'il a une équipe qui est dédiée et pas une seule personne. Et ça vraiment, cette bascule-là, ça a été une expérimentation qui a vraiment apporté une nouvelle brique à FlexJob. Encore une fois dans la culture d'entreprise. J'espère que l'expérimentation qu'avait choisie Thierry n'était pas exactement la même, sinon cette émission est terminée. Non, pas la même. Alors, j'ai juste commencé par un coup de pub pour tous ceux qui sont intéressés par les espaces de travail. Voilà, il y a un petit bouquin que je peux vous envoyer. Alors, il faut que tu donnes le titre, Thierry, déjà pour les gens qui nous écoutent sans la vidéo, et puis parce qu'à la vidéo c'est tout flou, puisque ta caméra innovante a choisi de ne te mettre que toi net. Le mieux, ce sera de faire parvenir mon adresse email et tous les gens intéressés. En fait, c'est un récit de cette expérience du Silex. Donc, il y a une bibliothèque entière d'expérimentation dedans. Il y a plein d'exemples et je peux l'envoyer absolument sans aucun problème à tous ceux qui me le demandent. Donc, si avec mon adresse email, vous aurez des tas d'exemples de ce que peut créer un laboratoire d'expérimentation de ce type-là. Voilà, n'hésitez pas en commentaire aussi à en faire la demande. On relayera, Thierry. Voilà, superbe. Alors, moi, juste un exemple d'une expérimentation alors, qui n'a pas changé le monde, qui est plus modeste, mais qui a quand même changé, en tout cas, une partie de la vie d'un gamin, d'un étudiant chez nous. On a testé il y a quelques années la robotique de téléprésence. Donc, la robotique de téléprésence, c'est assez commun maintenant. C'est des robots sur roulette dans lesquels, en étant éloigné, je prends les commandes de ce robot et je peux, du coup, être avec d'autres tout en étant à l'autre bout de la planète. Et du coup, c'était une technologie émergente il y a 3 ou 4 ans, donc nous à l'école, on en a pris un pour voir ce que ça donne, vraiment en mode expérimental. Et on l'a donné à quelques enseignants. Et on a eu le cas d'un étudiant gravement malade qui était hospitalisé pendant plusieurs mois et qui pouvait du coup ne plus pouvoir suivre ses cours. On était bien avant le Covid et la télédistance. Et en fait, on lui a donné donc un accès à ce robot. Alors c'est assez simple, c'est comme dans un jeu vidéo, il y a des flèches, on se déplace, etc. Et on a mis le robot au milieu de la classe avec son groupe de travail. Et pendant plusieurs mois, cet étudiant a assisté à l'ensemble de ses cours avec ses camarades, des travaux pratiques, des travaux de groupe au travers du robot. Donc vous voyez le robot qui se baladait dans la salle de cours, et même ses copains prenaient le robot quand il y avait des escaliers pour l'emmener boire un café avec eux, alors qu'ils ne buvaient pas de café effectivement à travers du robot. Mais du coup, ça lui a permis de garder le lien social avec ses camarades. Jusqu'au jour où le robot est tombé en panne, quoi. Exact. Alors non, le robot n'est pas tombé en panne, il a gardé le lien social avec ses camarades, il a pu participer à l'ensemble de son année, et en fait nous derrière on en a acheté beaucoup, on en a une dizaine maintenant, et si vous venez un peu à l'école, vous verrez de temps en temps des robots qui se baladent dans les couloirs. Tu allais dire, vous verrez des combats de robots, ils ont complètement un autre business model maintenant à l'EM. Donc expérimentation qui a au moins changé la scolarité d'un étudiant et qui a du coup été démultipliée par la suite. Expérimentation techno en tout cas. Je ne m'attendais pas du tout à cet exemple, Thierry. J'avais vu ça dans des séries télé et plutôt à vocation comique, mais je ne savais pas que ça existait et que ça fonctionnait aussi bien. Ça relève pour moi encore de l'utopie et je ne savais pas que ça fonctionne déjà. C'est dire si vous êtes à la pointe de l'innovation et on voit que tu as parfaitement fait ton travail de directeur de l'innovation. Ouais, mais en tout cas ça fonctionne. C'est une expérimentation. Il y a certainement encore plein de choses à dire, à découvrir. La littérature est riche aussi sur ce sujet de l'expérimentation, donc si le sujet vous passionne, il y a plein de documents passionnants et notamment le petit ouvrage que Thierry a montré tout à l'heure que vous pouvez retrouver. Merci à tous les deux d'avoir nourri ces échanges pendant un peu plus d'1 heure. Le sujet donne envie d'expérimenter soi-même, de tester des trucs et d'en rendre compte aussi à ses pairs. Je crois que ça fait partie vraiment des trucs qui sont indispensables, à la fois d'avoir dans des tiers-lieux dont on évoquait l'existence il y a un instant, de pouvoir partager, Julie en a parlé, avec d'autres gens qui font pas le même boulot que nous, qui sont pas dans la même activité, mais de pouvoir échanger
échanger. Nous on l'expérimente ici aussi à l'agence, de partager des locaux avec d'autres boîtes qui sont pas dans notre secteur d'activité. Mine de rien, ça ouvre les yeux, et je crois que le cerveau humain aime faire des connexions quoi qu'il arrive. Donc plus on est sur des domaines différents et plus on parle avec des gens qui n'ont rien à voir, plus à un moment donné on sait pas pourquoi d'un coup on va réussir à les mettre ensemble, et c'est là où ça devient un peu innovant parce que ça n'a pas été fait avant. Donc la richesse de ces expérimentations, c'est aussi un des objectifs du CJD, de la facilité, en permettant à des dirigeants non pas de faire du business, c'est pas du tout la vocation de ce mouvement, mais bien de partager et de réfléchir ensemble, et d'essayer de stimuler à travers un cadre, à travers de l'intelligence artificielle peut-être, mais en tout cas de l'intelligence collective, tout ce qui peut être fait aujourd'hui avec des commissions, avec de la formation, avec des ressources, etc. Donc si le CJD ça vous intéresse, il y a le site national cjd.net, je crois, celui de la région cjdronalpes.com. Vous pouvez vous rapprocher des sections près de chez vous et vous pouvez tenter votre chance et nous rejoindre pour partager toutes ces belles ambitions entre dirigeants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment à Julie et Céline d'avoir préparé cette émission, mais également les 4 autres qui ont constitué le Welcome Moi du CJD, qui consistait à partager ensemble et à vous faire découvrir le mouvement. Merci beaucoup à Laurent pour la réalisation de cette émission et à tous ceux qui la suivent. Excellente soirée, on se retrouve très vite, à bientôt, salut!